Bienvenue au troisième épisode de Brigandologie réflexive, où cette fois on va parler de ce que fait le système pénal à un moment donné, donc aujourd'hui, et de comment s'insère la prison et la détention provisoire là-dedans. D'accord, Ça va ? c'est ça notre sujet. C'est ça le sujet du jour. D'accord, très bien. Ouais, c'est bon, ça te va ? On va commencer pour le débat, du coup, c'est ça. Donc, on va dire que le système pénal, c'est un système qui a pour but de minimiser la souffrance, en gros. Et pour ça, sa principale arme, c'est la dissuasion. Alors c'est là qu'on va en discuter. On va commencer le Ouais. débat. Ouais. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est de dire qu'en fait, même si en termes donc microstructurels, quand le juge est face à la personne qui condamne, il essaie de trouver une utilité supplémentaire au fait de punir, en termes macrostructurels, ce qui compte, c'est que les choses qui sont écrites dans le code pénal comme étant sanctionnées soient vraiment sanctionnées. Et donc parce que ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois qu'on punit un voleur, et ben, ce qu'on dit, c'est que le vol est puni, quoi. Et Pour dissuader les autres, c'est ton truc. Ouais, pour dissuader les gens. Enfin, c'est-à-dire que les gens sachent que c'est un truc interdit, donc c'est puni. C'est parce qu'en fait, interdit, ça veut juste dire qu'on est puni quand on le fait. Oui. Voilà. Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne place pas assez d'emphase. Ça, je pense que c'est vraiment le cœur du système. Pourtant, c'est la fonction première. Ah ouais, de très système. loin. Pour moi, le système, à la base, il sert même qu'à ça, et le reste, après, c'est genre parce que il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que il faut que la structure fasse ça. Ça, c'est genre obligé. C'est-à-dire, il faut que, si le vol est puni, il faut punir les voleurs. Donc, si le vol est interdit, il faut punir les voleurs. Mais maintenant, en termes individuels, quand on est face à un voleur en particulier, de le punir, souvent, ça sert à rien. Lui. Oui, on se dit que punir que lui. Enfin, si on punit lui, et si on regarde que lui dans son cas particulier, on se dit forcément ça va pas dissuader. C'est pas non plus. Voilà. Oui, on n'est pas un prêt. Ouais. Et puis lui, la prison, ça le rendra peut-être pire. Et puis ça sera pas utile pour lui. Et donc, du coup, à mon avis, c'est là, dans un deuxième temps, en fait, qu'on essaye d'inventer des nouvelles fonctions. Oui, qu'on essaye de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas moyen de dissuader tout en peut-être faire autre chose. Mais au niveau de la macrostructure, genre la raison pour laquelle la structure est là en général, c'est pour ça. Et c'est ça son premier job. Et si on oublie ça, je pense qu'on ne comprend pas ce qu'ils font du tout. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Parce que j'ai l'impression que si on reprend la brigandologie depuis le début, qu'on dit que ça sert à minimiser la souffrance de ceux qu'on protège en protégeant contre d'autres brigands, etc. Moi, ce que je vois, c'est que la première utilité de cette structure pénale, c'est de neutraliser avant tout les brigands qui viennent causer de la souffrance dans ta structure. Et ensuite, en les neutralisant, ça permet de dissuader les futurs brigands, parce qu'on se dit voilà. Mais moi, j'ai l'impression que la neutralisation, c'est quand même le truc principal. Non, je crois pas, parce qu'il s'agit de faire peur à des gens qui viennent de l'extérieur. Ouais, mais si tu montrer qu'on est armé ici, et que ici, si vous venez, que vous faites des trucs, vous êtes punis. Genre, moi, j'imagine que parce qu'au contraire, je sais pas, parce qu'il s'agit à la base de protéger des gens contre des nomades, donc justement, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est pour ça, donc des nomades, donc ils sont volatiles, tu vois. Et donc on peut pas juste, mettons, le punir et le laisser ensuite s'en aller, parce qu'on sait pas ce qu'il va faire. Faut le neutraliser. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi. Les deux sont très intriqués. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi les deux viendraient. Enfin, l'un viendrait avant l'autre, quoi. Mais oui, je vois pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que les deux sont au moins autant importants. Et après, certes, on est d'accord sur l'invention des nouvelles fonctions de réinsertion, etc. Mais bon, mais je sais pas, parce que alors comment dire, parce que à ce moment-là, le problème, c'est que genre il y a beaucoup de peines qui neutralisent pas. Il y a le châtiment corporel et toutes les peines les peines, les amendes et tous ces trucs-là. Qui au contraire, en plus, pour le cas d'un voleur, mettons lui donner une amende, ça fait vraiment plus de voler.
Donc, oui. donc c'est l'inverse d'une neutralisation, d'accord, je comprends. Ouais, Ok. tu vois, et la prison, c'est une peine qui arrive. Donc en fait, il n'y a Qui que la arrive très peine de tard, mort. ouais. Il n'y a que la peine de mort et le. Tu vois, donc. Mais c'est peut-être là l'intérêt de la détention provisoire. Oui, disons, mais ça, on en On s'en parlera reparlera après. après. Mais c'est pour ça, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'à la base, il s'agit de faire peur aux gens. Enfin, oui, il s'agit de faire peur aux gens. J'ai l'impression parce qu'après tout, genre, toutes les anciennes civilisations, on voit que genre le roi doit faire peur, tu vois. Et que si vous venez ici, attention. C'est puissant. Oui, attention. c'est puissant. Attention, si vous venez ici, si vous manquez de respect aux gens qui sont ici, attention à ce qui va vous arriver. Tu vois, j'ai l'impression que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que la dissuasion, c'est quand même le truc. Genre, initialement, on pense que les gens sont rationnels. Et qu'on pense que les gens sont rationnels et que s'ils savent qu'ils seront punis, ils font. Ils font le calcul. Ouais, ils font attention. C'est genre comme la guerre. Tu vois, comme la guerre fonctionne sur la dissuasion. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça, je sais pas. Maintenant, après tout, bon, après il n'y a pas besoin non plus de trop. Enfin, je veux dire, faut savoir sur quoi chipoter, sur quoi pas chipoter. Il n'y a pas forcément besoin de chipoter dans le sens où genre. On a toujours eu des peines qui étaient à la fois dissuasives et neutralisantes, avec la peine de mort, avec même genre, on va dire même le fait de rendre les gens esclaves, tout ça, enfin. De les exiler. Ouais, de les bannir, machin. Donc oui, donc il y a toujours eu enfin, on peut dire qu'il y a toujours eu un truc des deux. Ouais, plus ou moins en fait. Un peu plus ou moins. Bon. Mais ouais, chivotons pas là-dessus. Chivotons pas là-dessus, mais du coup c'est bien, mais c'est bien de se mettre d'accord du coup au début sur. On va dire que clairement les deux peuvent être entremêlés et que ça expliquerait bien pourquoi le succès de la prison, parce que la prison ça permet de faire les deux. C'est le truc de Philippe Combessi, là tu sais, il a ce petit tableau où il montre que la prison c'est la seule peine qui pourrait en théorie faire tout ce qu'on lui demande, qui pourrait à la fois dissuader, à la fois neutraliser, à la fois réinsérer, à la fois, je sais pas ce que c'est le dernier là. Amender, c'était le... Non, il n'y a pas un truc comme ça. Là, c'est dommage. Il y a une quatrième fonction, évidemment, mais c'est une fonction plus morale, de presque qui a trait à la repentance, etc. Mais donc on va dire c'est l'amendement moral, quoi. Ouais, et oui, c'est vrai que et donc il compare avec toutes les autres peines, et il a dit la prison c'est la seule qui permet tout ça. Genre la peine de mort, ça permet pas l'amendement, par exemple. Ouais. Donc lui, c'est comme ça qu'il. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, la prison devient la peine. Alors, non, moi je crois que ce qui se passe, c'est pas ça. Je crois que ce qui se passe. On l'a plus ou moins expliqué dans les podcasts précédents, du coup. Oui, on l'a plus ou moins expliqué, mais en gros, du coup, ça va être important parce qu'on va parler de détention provisoire aujourd'hui. Donc, on va parler de ton sujet de thèse. Et donc, du coup, en fait, la détention provisoire a toujours existé. Et donc, où la détention en attente en fait d'une exécution. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a toujours eu des geôles, on a toujours eu des lieux pour enfermer les gens en attendant qu'ils soient jugés, en attendant qu'ils soient exécutés. Machin. Même mieux, même des fois, quand on n'avait pas de lieu dans l'Antiquité, on enfermait les gens chez eux. C'était à domicile, quand on n'avait pas encore de lieu dédié à la détention préventive. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que ça, c'est une détention, en fait, qui est utile. C'est-à-dire qu'on comprend à quoi ça sert de détenir les gens. Ça sert à ce qu'ils s'enfuient pas. Alors que... Parce que, toujours, il faut rappeler cette théorie qu'on a, dans le cas dans lequel on évolue, c'est que c'est libre. Enfin, on paye une structure pour qu'ils punissent. Donc s'ils ne prennent pas la fuite des gens qui doivent punir, alors elle ne sert à rien. Et donc la détention provisoire est essentielle de ce point de vue. Parce que c'est important. C'est le point, voilà. Il faut prendre du temps pour punir les gens, mais en attendant, on ne peut pas laisser s'enfuir. Voilà, donc ça, en fait, et ce qui est vachement intéressant, c'est que devant cette utilité très pragmatique et très genre terre à terre de la prison, s'opposent tous ces débats sur le sens de la peine de prison, à quoi ça sert, est-ce que les gens n'en sortent pas pire qu'ils y rentrent, mais pourquoi, quel est le sens de la peine, c'est tous ces débats qu'il y a sur le sens de la peine privative de liberté. Oui, non mais moi, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les deux, c'est-à-dire que là, la détention préventive, on comprend très bien à quoi ça sert, alors que la prison comme peine, personne n'a jamais trop compris à quoi ça servait. Donc du coup, on se retrouve avec ces deux sortes d'extrêmes en quelque sorte. On comprend bien si la prison, justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça sert à la fois à neutraliser, à amender, à réinsérer, etc. On comprend bien. C'est Philippe Combessi qui est arrivé à ces conclusions-là il n'y a pas très très longtemps. Enfin, je veux dire, on a passé 2 siècles à creuser la tête et c'est une hypothèse qui donne. Et je veux dire, Foucault en avait une autre. Et puis, tu vois, je veux dire, voilà, c'est plus. Alors que là, c'est pas débattable sur l'ADP. La détention provisoire, voilà, c'est juste rationnel que si tu dois juger un mec dans un mois, tu le gardes au chaud pendant un mois. Enfin, je veux dire. C'est juste, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le contraste entre les deux. C'est qu'il y en a un où on est sûr d'à quoi ça sert,
Et l'autre, c'est débattable, c'est des sociologues qui doivent décider. En gros, c'est pas du tout pareil, quoi. Non. Ouais. C'est-à-dire que on s'est un peu retrouvé obligé de débattre de ça, quoi. Ouais. Parce que donc c'est ce qu'on essaie parce que donc on s'est retrouvé, voilà. Qu'on explique. Il s'est trouvé que le système pénal évoluant, on peut plus fonctionner à la force. Non. Et donc ça c'est Foucault qui l'explique très bien. Ça, donc au XXe siècle, on abandonne progressivement en fait les châtiments corporels, etc. On abandonne les supplices au XVIIIe siècle. Ouais. Et progressivement, du coup, la prison devient la peine, la peine en fait. Ouais, la prison devient la peine, et donc du coup, d'une institution qui ne servait que à la détention provisoire, mais il y avait aussi l'enfermement dans les monastères quand même, mais donc est remplacée par ce grand truc, la peine de prison, qu'on connaît tous maintenant dans tout le monde, comme étant la peine avec l'amende, c'est les deux grandes peines. Ouais. Et donc on se retrouve obligé de débattre de ça parce qu'on n'a pas. Je me demande si c'est. Est-ce qu'on n'a pas voulu instituer la prison comme étant la peine? C'est juste qu'on a voulu se débarrasser des châtiments corporels. Et du coup, on s'est retrouvé avec la prison sur les bras. Exactement. Donc là, on se demande. Bon, avant, ça servait à mettre les gens au chaud, comme tu disais, avant la procès. Mais maintenant, ça sert à quoi? On met aussi ceux qui. En fait, ça sert à rien parce qu'ils étaient au chaud avant la procès. On les remet dedans après leur procès. Et bon, à quoi c'est quoi le sens de l'interrogation de Michel Foucault? Voilà. Michel Foucault, une grande association de recherche, se demandait à quoi sert la prison, pourquoi la prison. Et moi, mon impression, c'était plutôt un truc par défaut en fait. Il se trouve qu'on avait des prisons. On n'a pas voulu. Non, voilà. On en avait, on s'est dit, voilà, c'est un bon moyen de punir, parce que c'est vrai que c'est une souffrance. C'est vrai que c'est un bon moyen de punir. On punit par la souffrance. Et donc c'est une souffrance de priver quelqu'un de sa liberté, fortiori dans les conditions de détention actuelles. Et peut-être que tu peux parler un peu de la discipline, de ce que Foucault entend par de la société punitive. Ouais, il a dit le caractère disciplinaire, etc. Oui, lui ce qu'il pense, lui ce sur quoi il met l'accent en fait, c'est sur un aspect qui n'est pas vraiment pénal, qui est plutôt dans la société tout entière, qui est que c'est cette époque où on invente la prison, c'est aussi une époque en fait où on invente tout le concept d'un homme normal et d'un homme anormal. Et dans toutes différentes strates en fait de la société, on invente des lieux pour normaliser les gens anormaux. Et donc les asiles pour les fous, les maisons de correction pour les jeunes, etc., etc. Et donc du coup, la prison pour lui devient en fait juste un lieu parmi d'autres où on institue cette chose qu'il appelle la discipline, qui est cette façon de normaliser les gens pas normaux, et qui est en fait une épistémée, c'est une façon de voir en fait l'homme, quoi. C'est une façon de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux sur l'être humain, qui part d'une métaphore de médecine et qui pense que le corps médical, celui dont tu lis les bouquins, le normal et le pathologique, qui était le directeur de thèse de Foucault, d'accord? Oui, quand Guillaume, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'en gros, cette dichotomie des médecins entre le normal et le pathologique, elle s'applique à tout, elle s'applique à la psyché, en fait, voilà, et à tous les différents volets de la psyché, et donc il faut soigner les âmes à tous les différents niveaux. Et donc du coup, c'est comme ça que la prison... Et c'est comme ça que Canguilhem, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de la prison et des asiles et des corrections, parce que ce qu'il disait Canguilhem, c'est que du coup, on a besoin une société, en fait, en bonne santé, se définit que parce qu'elle combat en fait le mal qui pourrait Ce qui va un peu dans le même sens que celui de Durkheim, de dire que l'unité du corps social, elle se fait en opposition avec les criminels qu'on punit. Voilà, donc ça c'est toute une pensée fonctionnaliste en fait. Ouais, c'est ça, toute une pensée fonctionnaliste. Mais sur quelque chose de plus, je sais pas comment dire, genre de façon très terre à terre, genre en supprimant les châtiments corporels, on ne voit pas trop ce qu'on pouvait faire d'autre que garder ces lieux dans lesquels on enfermait déjà des gens et les enfermer plus longtemps en fait. Et donc du coup, c'est là qu'on arrive à la détention provisoire, parce que l'hypothèse la plus radicale qu'on pourrait mener en fait aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, toutes les détentions provisoires en fait. Donc c'est ça l'hypothèse la plus radicale. C'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que les détentions provisoires. Donc ça veut dire que même si officiellement il y a 25 ou 30% de prévenus en prison. En stock. Ouais, en stock. Ouais, 25%. Ouais. En réalité, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que genre... Déjà, on peut se dire qu'il y a beaucoup de débats sur la détention provisoire qui tournent autour des mêmes sujets, qui sont la présomption d'innocence, c'est ce que c'est, et qui arrivent tous presque aux mêmes conclusions, qui est d'une dénonciation de la détention provisoire comme étant ce que disait, je ne sais plus qui, un mal nécessaire. Ce qu'ils disent tous. C'est plus ou moins ça, quoi. Voilà. Donc c'est un mal nécessaire, et nous ce qu'on pourrait dire comme étant, c'est que non, le problème c'est pas la détention provisoire, c'est la prison. On s'est retrouvé avec la prison comme peine,
c'est la prison comme peine qui vient rendre en fait la détention provisoire problématique. Parce que si au lieu d'avoir comme peine la prison, on avait comme peine, je sais pas moi, des coups de fouet, on ne trouvait pas ça problématique de mettre les gens en détention avant de juger s'ils avaient le droit d'avoir les coups de fouet ou pas. Bah avant, on ne trouvait pas ça Voilà, on problématique. ne trouve pas ça problématique. Mais du moment que la peine c'est la prison, alors on trouve ça problématique de mettre des gens en prison alors qu'ils n'ont pas encore été condamnés. Et la raison pour laquelle on trouve ça problématique, c'est pas pour rien. Hein. Il y a une raison pour laquelle on trouve ça problématique. On trouve ça problématique parce que en fait, ce qu'on fait est quand même très hypocrite. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les gens en détention au début, et si jamais les gens sortent, d'accord, c'est très rare qu'ils rentrent à nouveau après. Donc vous êtes en détention provisoire, vous êtes libéré, à votre procès vous avez une peine de prison ferme, c'est très rare que cette peine soit exécutée, etc. Et donc du coup, de facto, la peine, c'est la détention provisoire aussi. Les deux sont. Et c'est pour ça que je disais, la détention est toujours provisoire en fait. La peine, c'est l'enfermement. Et la peine, c'est l'enfermement. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui est hypocrite en fait. Mais une hypocrisie qui est genre structurelle. C'est-à-dire les gens qui le font ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Qui est que en fait, les gens ne sont pas vraiment présumés innocents. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, c'est vraiment con. Les gens qui avouent sont présumés innocents. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, d'accord. Donc les gens ne sont pas vraiment présumés innocents. Sinon, on n'arriverait pas à les mettre en détention. Et ensuite, la détention qui est prononcée, elle couvre tous les possibles appels, toutes les procédures en fait de la CEDH, tout ce que vous pouvez imaginer comme recours après. Si vous faites des recours devant les décisions, si vous êtes condamné à 5 ans de prison, d'accord, et que vous faites un recours, un appel, je sais pas quoi machin, et ben vous avez un maintien en détention. Et donc du coup, c'est comme vous êtes en fait toujours en détention provisoire en attendant que tous ces recours se donc même si vous ne faites pas ces recours, vous êtes dans une détention provisoire qui couvre les possibles recours. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et ouais. donc du coup, en fait, toute la détention est à la fois provisoire et punitive. C'est-à-dire que, tu vois, c'est l'idée. Elle devient provisoire définitive à partir du moment où tu as eu ton premier. Ouais, non, parce que d'accord. Non, Parce qu'elle est parce que punitive jamais- avant de l'être officiellement, et elle est provisoire même quand tu as été puni définitivement. Parce qu'en fait, c'est jamais les appels, définitif. Et donc la façon dont on peut comprendre ça peut paraître très abstrait, mais il y a un truc très concret en fait pour expliquer ça. C'est ce qui se passe avec la peine de mort aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'avais Voilà. dit. Donc la peine de mort aux États-Unis, en fait, il y a très peu de gens qui sont exécutés. Pourquoi? C'est pas parce que les procédures sont naturellement longues, c'est parce que en fait les gens épuisent toutes les voies de recours possibles pendant des années, des dizaines d'années, et pour Alors, mourir en prison, d'accord? Et ce qui fait que du coup, vu que c'est la peine là-bas, Ouais, c'est la peine de mort, ouais, et qu'ils sont enfermés, ouais. eux, ben, on considère pas qu'ils ont fait une peine du coup si. Ben non, c'est les couloirs de la mort. Les couloirs de la mort. Et donc du coup, vous restez 20 ans, 30 ans dans les couloirs de la mort. Et on voit qu'en fait, si on exploite tout ce qu'on peut exploiter pour retarder en fait l'exécution, et ben les gens sont quasiment jamais punis. Et donc du coup, c'est pour ça que la détention, c'est une punition au début. Parce qu'il faut bien s'assurer que les gens soient punis, puisque le système doit être dissuasif. Ça sert à ça. Ouais, Donc, ça sert à ça. On les paye pour qu'ils punissent les Voilà, gens. c'est ça. Et sauf que, mais, en avançant, en évoluant, la société évoluant, donc elle évolue vers de plus en plus D'exemplarité. une forme idéologique et donc d'exemplarité. Ouais. Donc elle met de plus en plus en place de procédures. Donc ça fait que les procédures sont de plus en plus longues et il y a de plus en plus de recours. Elle est etc. obligée de mettre en place de plus en plus de procédures Oui, parce que parce le dernier stade du brigand, c'est de dire qu'il n'est pas un brigand. Voilà. Donc le grand brigand doit montrer qu'il n'est pas un brigand et donc qu'il respecte le droit de la défense, qu'il donne un avocat. Il est obligé de faire tout ça. Donc, voilà. Ça on voit très bien d'ailleurs sur la fuite Ouais. pénale. Même les fuyards ont de plus en plus de droits. Et ça c'est intéressant quand même. Et tu préférais largement être jugé aujourd'hui qu'être jugé il y a 150 ans. Je veux dire, tu n'avais même pas accès à ton dossier, tu n'avais même pas. Donc Voilà. il n'y a pas de problème. Oui, c'est évident. Sauf que il faut quand même punir. Sauf qu'il faut quand Il même faut punir. quand même s'occuper de ces gens-là. Ouais. Et donc, la détention provisoire sert à ça. La défense provisoire sert à ça. Au moins, Parce qu'en fait, sinon, vous seriez juste pas puni. Ça serait- C'est la même chose que les couloirs de la mort aux États-Unis. C'est-à-dire que sinon, il y aurait une personne sur 1000 qui serait punie. Comme il y a là-bas une personne sur 1000 qui est exécutée. Ouais. Et donc du coup, ce qu'on comprend, c'est que du coup, la détention provisoire, c'est un truc très particulier parce que ça punit alors que ça n'a pas encore le droit de punir. Et une fois que vous êtes puni, en fait, on couvre la durée sur laquelle vous pourrez faire tous vos recours, tout machin. Donc en fait, elle reste provisoire alors qu'elle est définitive. C'est très compliqué de comprendre ce que c'est par rapport à ce que ça dit que c'est. Et ça expliquerait beaucoup de pourquoi les gens critiquent les choses à tort à travers sans trop comprendre ces critiques en fait. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils critiquent ces gens-là au final?
il critique beaucoup le fait qu'elle soit punitive, sans le dire. Ouais. Il critique son hypocrisie finalement. Il critique l'hypocrisie. Et ils ont raison de critiquer l'hypocrisie. Parce que c'est vrai que en fait, la fonction de l'hypocrisie, c'est de montrer l'exemple alors qu'en fait, on ne donne pas vraiment. Ouais. Et ça, c'est pas bien. Parce que les gens se rendent compte qu'on est hypocrite. Et donc, du coup, l'exemplarité n'est pas achevée aussi bien qu'elle pourrait l'être. Et donc, du coup, dans l'évolution du grand brigandage, les gens vont continuer à dénoncer l'hypocrisie jusqu'à ce que le grand brigand arrive à être de plus en plus exemplaire. C'est forcé que ce soit l'évolution de ça. Dans le monde idéal, du coup, ce serait quoi l'exemplarité du brigand en termes de détention provisoire? Ce serait pas dans un monde idéal, genre s'ils avaient tous les moyens qu'ils voudraient. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que ils vont pas allonger les procédures. Ils vont allonger les procédures indéfiniment. Voilà. Donc s'ils s'ils avaient les moyens qu'ils voudraient, déjà, on mélangerait pas les détenus provisoires et les détenus normaux, j'imagine. On trouverait autre chose que la peine de prison déjà. Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de. C'est compliqué d'imaginer comme ça. Parce que d'imaginer si on avait un peu plus de moyens. Si on avait un peu plus de moyens, voilà. Ah voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est que la personne, il y aurait genre des procédures complètement distinctes pour ce qui a à voir avec la fuite et ce qui a à voir avec la culpabilité. Parce que c'est vrai qu'il y a cet article 144 qui permet de mettre en détention provisoire, selon des critères qui sont très différents les uns des autres. Ouais, qui ont à voir avec un peu toutes les histoires. Et qui sont très larges en même temps et qui sont très malléables, etc. Et donc ça va mettre donc ça serait pour toi de distinguer les je sais pas, c'est une bonne question. Moi je propose qu'on garde ça pour un autre épisode, d'accord? Ouais, on va réfléchir du coup. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça serait un système? Imaginons-nous un truc de science-fiction, là, où si les juges avaient tous les moyens qu'ils voudraient avoir, comment est-ce qu'on pourrait à la fois garantir tous les droits et être sûr que les gens soient bien punis? C'est une bonne question, je sais pas. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en pratique, c'est ça qu'ils font. Voilà, en pratique, c'est ça qu'ils font. Et parfois, ils le disent, il y en a dans des décisions de ta thèse. N'est-ce pas? Il y a des fois où ils disent qu'ils montrent l'exemple. Je me rappelle, on a une décision, il y a un mineur, tu te rappelles, et où le juge dit dans la décision de relaisser ce mineur en liberté immédiatement après ce crime très grave, ça serait lui montrer une impunité qui dans son esprit serait incompréhensible. Et donc c'est fou parce que le juge, sans se dire que c'est incompréhensible ce qu'il fait lui. Oui, c'est ça. C'est ce qui est il n'est fou. pas censé faire ça. Oui, c'est incroyable. Cette décision, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'adore. Et donc il dit, ce jeune, il faut bien qu'il comprenne qu'il faut qu'il soit puni. Donc c'est un mineur. Ouais, un mineur. Il faut qu'il comprenne qu'il soit puni par la détention provisoire. Effectivement. C'est complètement fou. Mais c'est vrai, ça c'est encore comme ici qu'il le montre. On est puni par l'enfermement. Oui. Combessi, il a ce très bon. Dans l'article sur Fauconnet, là, il est très très bien. Qu'on a mis sur Pierce. Et cet article est très très bien parce qu'il montre que la punition, c'est l'enfermement. C'est-à-dire que là, on vient de faire un volet. Et l'autre volet, c'est de dire que quand tu es condamné au fond, mais que tu n'as pas de peine de prison ferme, c'est comme si tu n'avais pas été puni. Et donc, pourquoi? Parce que ça ne dissuade pas. Parce que ça ne dissuade pas. Voilà. Et donc, quand tu as une peine de sursis, c'est comme si tu n'avais pas eu de peine. Et donc, on a mis Oxford Student en couverture, là. Bel exemple de ça, quoi. Qui est un très bel exemple de cette jeune fille qui a poignardé son petit ami qui était étudiant à Oxford, qui a pris une peine de prison avec sursis. Et donc qui a ce sourire en sortant en fait du tribunal, et ce sourire va nous dire Philippe Combessi, là on prend une photo similaire avec une jeune fille qui sourit, il va dire ce sourire, ce qui montre c'est pour elle, elle n'a pas été punie. Elle se sent pas punie. Voilà, elle se sent pas punie. Et donc du coup, on a les deux volets là, la détention provisoire, elle est punitive, et la peine de prison avec sursis n'est pas punitive. Voilà, et donc du coup, c'est en fait la punition, c'est l'enfermement. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Ouais. Parce que la société évoluant, elle a donné ça. Ouais, elle a donné ça et que ça fait et ça va aussi avec l'exemplarité du brigand, puisque ça c'est aussi beaucoup qui l'explique, c'est que les lieux d'enfermement se sont plus ou moins en fait effacés de la société. On les voit plus, on les connaît plus. Personne n'est rentré dans les prisons à part nous, quoi. Mais on ne sait pas ce qui se passe en prison et du coup ça, malgré ce qui s'y passe et que ce soit bien, ce soit terrible. On n'est pas vraiment au courant et du coup on ne peut pas critiquer l'exemplarité du brigand. Ouais, c'est vrai. Et donc ça c'est une fonction qui est très pratique pour le brigand. C'est vrai que j'ai pas, tu vois, l'époque de ma thèse, j'ai réfléchi mais j'ai manqué la clé sur l'exemplarité, donc j'avais pas compris ça. Ouais. Il y a un truc dans la prison, c'est que la prison, elle vous condamne à des châtiments corporels indirects. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle te fait en fait te faire passer à tabac par d'autres prisonniers ou par machin. Tu vois, il y a des châtiments, il y a des souffrances en fait qui sont cachées.
Ils sont induites, mais qui ne sont pas voulues. Oui, qui ne sont pas voulues. Parce que ils voudraient éviter, j'ai l'impression quand même. On voudrait. Oui et non, parce que on est pris entre deux trucs, parce qu'on veut que la peine soit dissuasive. Et donc on veut pas que la prison soit un hôtel 3 étoiles, c'est tout le grand truc, tu vois. Voilà. Et en même temps, donc moins la prison est un hôtel 3 étoiles, plus il va y avoir des violences indirectes, etc. qui vont être commises. Et donc du coup on est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'on veut être exemplaire. Donc c'est toujours le truc de l'hypocrisie aussi. C'est que l'hypocrisie, c'est avoir les bénéfices de l'exemplarité sans être vraiment exemplaire. On peut dire que c'est ça la fonction de l'hypocrisie. Non. Et donc du coup sur la prison aussi il y a une hypocrisie. Mais du coup, on est obligé d'en faire un peu. Mais du coup la détention provisoire aujourd'hui, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'elle est structurellement hypocrite. Structurellement très hypocrite. Et c'est forcé que ça marche comme ça. Mais bon, c'est pas forcé que ça marche comme ça tout le temps, indéfiniment. Et c'est forcé que des gens le critiquent, puisque toute l'évolution du droit pénal consiste à ce que les gens critiquent là où le droit pénal ne montre pas l'exemple et qu'on avance comme ça. Et parce que c'est notre rôle, ça, des criminologues, de critiquer en fait. Parce que nous, on étudie ce qui est dénoncé en gros. On étudie la dénonciation. Du coup, bon, il n'y a pas de raison qu'on n'étudie pas ceux qui dénoncent, du coup, et donc les brigands. Et donc on les dénonce alors à notre tour, tu vois. On est brigandologues après tout. Et nous, on étudie les gens qui dénoncent les brigands. Mais on est brigandologue, donc on étudie à la fois les brigands, à la fois les grands brigands qui punissent les brigands, et à la fois nous-mêmes, parce que c'est une brigandologie réflexive, et donc on étudie à la fois nous-mêmes qui parlons des brigands, en faisant attention de ne pas nous brigander le moins possible nous-mêmes. Essayons. Bon, allez, sur ce, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, c'était très bien.